messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Equinox Télévision. Au sommaire, scène pathétique dans le nord-ouest en crise. 2 enfants ont frôlé la mort de suite de coups et blessures de leur géniteur. Après les avoir enchaînés et torturés, ce dernier leur a fait subir des sévices corporels insoutenables. L'inflation des prix est-elle en train d'affecter toutes les marchandises dans les marchés? Cette augmentation incontrôlée des prix touche désormais les jouets pour enfants. Vous écouterez les plaintes des parents en cette veille des fêtes de fin d'année. Et puis en sport, à jour J-18 du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la liste définitive des Lions indomptables se précise. 28 joueurs viennent d'être convoqués par le sélectionneur Antonio Conceição pour un dernier stage préparatoire qui démarre le 27 décembre prochain. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et merci de nous recevoir chez vous. Nous vous le disions en titre, 2 enfants de 6 et 11 ans enchaînés et torturés à Bamenda dans le nord-ouest en crise. Tout recouvert de blessures, ils accusent leur géniteur d'être l'auteur des sévices corporels subis. Gladys Didier, Stellambou. Un enfant avec des chaînes autour de la taille, présentant des blessures à plusieurs endroits de son corps. Il a été découvert dans cet état par des voisins au quartier Sissia, dans le 3e arrondissement de la ville de Bamenda au nord-ouest. Il n'est pas le seul à avoir subi des violences. Un autre enfant de cette maison a lui aussi été battu et enchaîné par le sieur Yemedjou François. Les 2 enfants, Potso Yemedjou Anderson, âgé de 11 ans, et Tala Joy Blessing, âgé de 6 ans, sont aujourd'hui pris en charge. Ils sont psychologiquement affectés. Cette voisine qui a requis l'anonymat rapporte que lorsqu'elle a voulu aider les enfants, ces derniers s'y sont catégoriquement opposés, craignant la réaction de leur bourreau. When they wanted to remove that yesterday, the child was saying if they remove the father will still come and beat him. So that's when we took our child's dress and discovered that there were fresh marks of Mireille est la mère de Anderson, l'un des enfants torturés. Elle confesse avoir elle aussi été frappée par François Yemedjou alors qu'ils vivaient ensemble. L'homme a réclamé la garde de leur enfant alors qu'elle avait décidé de quitter la maison. Mireille était la 4e épouse. Elle déclare aujourd'hui qu'il est hors de question de laisser mourir son enfant entre les mains de son ancien partenaire. Ce dernier a été interpellé par la police. Un gang de présumés malfrats neutralisés à Yaoundé. Ils ont été mis aux arrêts par la division régionale de la police judiciaire pour le centre. Ce gang de hors-la-loi était spécialisé dans les braquages des lieux de culte et établissements scolaires. Le récit des faits, c'est avec Joël Essengue et Gizogo. Il aura fallu 2 mois à la direction régionale de la police judiciaire du centre, DRPJ, pour mettre hors circuit un gang de présumés malfrats spécialisés dans le braquage des établissements scolaires et des lieux de culte. Et c'est justement le cas d'un lieu de culte à Yaoundé qui a mis les fins limiers de la police à leur trousse. Dans la nuit du 24 au 27 septembre 2021, 6 individus cagoulés, munis de machettes, de couteaux et autres objets contondants, se sont introduits dans l'enceinte de la paroisse EPC de Messa, où, après avoir neutralisé le gardien, ont défoncé toutes les portes de l'appartement des pasteurs et de la paroisse. Prise de panique, la femme de l'un des pasteurs est tombée du 2e étage, a été victime de plusieurs fractures de la jambe et du bassin. C'est ainsi que dans la foulée, d'autres plaintes vont s'accumuler auprès de la DRPJ, confortant l'appétence des présumés malfrats pour leurs victimes singulières, ce qui va encore déterminer la police à agir. À la suite des investigations poussées, des renseignements glanés sur le terrain et à l'analyse des données fournies par l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication antique, nous avons pu rattraper le premier suspect au quartier Kondengui. Son exploitation nous a donc permis, à moins de 48 heures, d'interpeller ces 5 acolytes. Au terme de leurs multiples forfaits, les présumés malfrats ont emporté
Un butin conséquent constitué de fortes sommes d'argent et d'objets matériels, dont des ordinateurs et des téléphones. Le tout en s'appuyant sur un mode opératoire éprouvé. Leur modus operandi consistait à répéter préalablement les sites d'attaque avant de passer à l'opérationnalité de la chose. Ils opéraient donc sous la houlette de leur chef, Yapt Chou Bertrand, après avoir neutralisé les gardiens des lieux. Ils pénétraient donc par effraction les différents bureaux de responsables à la recherche de leur butin. Une fois que le grappin leur a été mis dessus, c'est un groupe étoffé qu'on a découvert. Il s'agit de Yapt Chou Bertrand, 42 ans, chauffeur et chef de gang. Mabagan Fopa Pierre, 28 ans, chauffeur. Takougan Foting Ernest, 27 ans, chauffeur. Bembat Bias Pierre, 40 ans, ferrailleur. Et Kele2 Jean Clément, 33 ans, vendeur. Tous sont évidemment passés aux aveux complets. C'est l'occasion pour la police de rappeler les numéros d'urgence, dont le numéro vers 1500, le 117 et également les équipes des ESIR qui peuvent être contactées pour contribuer à barrer la voie aux bandits de grands chemins. S'achemine-t-on vers une inflation généralisée des prix sur les marchés après les produits de grande consommation? Cette inflation touche désormais les jouets pour enfants. À quelques jours de la fête de Noël, ces articles sont vendus au prix d'or. Romano Setier, Dani Warren Jede, Ulrich Ngonomala ont visité quelques marchés de la capitale économique. Marché central, l'un des espaces commerciaux dans la ville de Douala. En cette veille de la fête de Noël, les parents accourent pour offrir des jouets à leurs enfants. Chacun y va de sa préférence. Les jouets sont d'abord divertissants, mais aussi les jouets intuitifs. Après une quinzaine de minutes, ces deux interlocuteurs trouvent un arrangement sur le prix de ce robot télécommandé. On a beaucoup bavardé, tu vois un peu, non? fait comment on emballe. Les parents, quand ils arrivent, ils pleurent encore la situation financière. Tout le monde dit que c'est fort, mais comme vous l'avez constaté, comme la dame, il y a les parents qui serrent le cœur seulement pour satisfaire les enfants. Non, loin de là, Madame Depp s'est rendue au marché de la douche pour trouver un jouet pour sa petite fille. Cependant, le prix décourage un tout petit peu. Il m'a taxé 5 000 francs, mais je suis en train de discuter. Je vais voir si je peux me prendre 3 000. Avec 3 000 francs, je peux payer, mais si c'est plus de 3 000, je ne payerai pas. Contrairement à l'année précédente, le marché des jouets est assez pénible pour les commerçants, incapables de faire des bénéfices. Il n'y a pas d'affaires au marché comme les années passées. À la période, j'étais à plus de 100 000 francs de recettes depuis le matin. Et vous voyez, il y a 12 heures passées, presque 12 heures, donc l'année c'est très grave. Tout comme les denrées alimentaires de grande consommation, les prix des différents jouets ont été revus à la hausse. Une inflation des prix qui confirme la vie de plus en plus chère au fil des années dans la capitale économique du Cameroun. Et après la capitale économique, la caravane Noël en cœur du groupe Equinox s'est également ébranlée dans les artères de la ville de Bafoussam et ses environs. À chaque étape, des denrées alimentaires, des boissons gazeuses, du savon, de l'huile raffinée ont été remis afin de permettre à ces enfants privés très tôt de leurs parents de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Leclerc Sakem, Vivien Tonfac et Robert Kenny. Il ne s'est pas encore fait usage de la parole, mais il s'est déjà fait parler son cœur. À travers ce geste de son pouce, ce pensionnaire de l'orphelinat Divine Providence à Bafoussam extériorise l'émotion qui l'habite après avoir reçu des présents lors du passage de la caravane Noël en cœur du groupe Equinox. Comme lui, les orphelins pris en charge ici sont aux anges. Je suis content et je dis merci à Equinox pour mon jouet et tout ce qu'on nous a donné. Je dis grandement merci à Equinox, que Dieu bénisse Equinox. Une ambiance similaire et des réactions aussi émouvantes ont été enregistrées dans les 3 autres orphelinats où la caravane Noël en cœur s'est ébranlée dans la ville de Bafoussam et ses environs. C'est vraiment agréable de vous voir près de nous, chaque fois pour nous accompagner à fêter ensemble. Nous vous disons grandement merci. Nos enfants seront dans une joie immense pendant cette période de Noël. So we are so grateful and we pray the Almighty God to bless you people to continue with this good work, to make children, give them a small smile
during this period of Christmas. May God bless you people. Les bénéficiaires souhaitent que le groupe Equinox soit à leur chevet chaque année. Nous sommes très contents de vous recevoir dans notre sens d'orphelinat des tout petits des Fofoteux d'Embo. Vous voyez comment ces enfants sont très ravis après avoir reçu leur jeu, ce qu'ils peuvent manger et être satisfaits aussi le jour de la fête. Ils vous en resteront reconnaissants et ils prieront aussi pour vous afin que Dieu continue à vous garder vraiment digne dans vos œuvres. S'il vous plaît, Equinox, nous voulons que ce sévrage ne soit pas brutal. Ne partez plus. Tenez-nous par la main une fois pour tous. Au nom de Equinox. Parti du bureau Equinox Ouest, situé au lieu du carrefour Le Maire à Bafoussam, la caravane Noël en Cœur a laissé dans chacun des orphelinats visités du riz, du savon, de l'huile raffinée, des biscuits, des packs de jus spécial pamplemousse et d'eau minérale Madiba, mais surtout des jouets, afin de permettre à ces enfants en situation de vulnérabilité de passer une bonne fête de Noël et de Nouvel An. Merci Equinox, merci. Merci Equinox, merci. On n'a rien à vous donner, mais on vous dit merci. Merci Equinox, merci. Parlons sport à présent. Publication de la liste finale des 23 lions pour la CAN Total Energy 2021. Le sélectionneur Antonio Conceição convoque 28 joueurs pour le dernier stage préparatoire du 27 décembre prochain. On fait le point avec Achille Kamga. Dans les buts, c'est du classique. On retrouve les 4 goalkeepers régulièrement convoqués ces derniers temps, à savoir André Onana, Epassi Davis, Simon Omosola, Jean-Efala Kongep. En défense, les non moins habitués Michael Ngade-Gadui, Harold Moukoudi, Olivier Mbaizo, Faye Collins, Jean-Charles Castelletto, Jérôme Ongene, Nourou Tolo. Dans l'entrejeu, Onana Jean Junior, Konde Malon, Zambo Anguissa, Samuel Omugwet, Martin Onla, James Lea Siliki, Ivan Neyou. Et les attaquants Ganago Ignatius, Christian Bassogok, Choupo-Moting, Stéphane Baoken, Karl Toko-Ekambi, Moumi Gamale, Vincent Aboubakar et Ndié Clinton. Ils sont donc 28 qui prendront part à la phase finale de la CAN, 23 comme d'habitude et 5 réservistes susceptibles d'intégrer le groupe en cas d'indisponibilité des joueurs pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de la Covid. Le groupe de Tony Conceição rentre en stage dès le 27 décembre 2021, selon les indications communiquées par son adjoint François Omambik. Les tests Covid se feront dans la foulée du début du stage et le technicien portugais espère avoir toutes ses munitions prêtes pour affronter le tournoi le jour J. Chemin de Cannes, démarrons aujourd'hui la série Cannes Minute by Minute. Et pour ce premier reportage, Equinox Télévision a décidé de vous rafraîchir la mémoire sur le feuilleton des CAN 2019 et 2021 au Cameroun. Entre attribution, retrait, glissement de date, forte odeur de détournement, surfacturation des marchés gré à gré pour plus de 3 000 milliards de francs CFA, flambés sans la moindre exploitation sur l'utilisation de ces fonds publics. Le feuilleton à rebondissement, c'est avec Jean-Paul Chougnat. Serions-nous incapables de faire ce que d'autres pays comparables aux nôtres ont fait ou sont en train de faire? Nous sommes un peuple d'individualistes, plus préoccupés de réussite personnelle que d'intérêt général. Notre administration reste perméable à l'intérêt particulier. Ce dernier est le plus souvent incompatible avec l'intérêt de la communauté nationale. Dans un État moderne, cette dérive ne doit pas être tolérée. L'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations n'a jamais autant fait couler d'encre. Depuis la tenue de la première édition en 1957 au Soudan, la 32e édition, puis la 33e prévue au Cameroun, ont connu des soubresauts comme l'on n'en avait jamais vu en plus de 60 ans d'existence de la compétition. Pis encore, pour un pays de football, le Cameroun,
Deuxième nation la plus titrée du continent avec 5 trophées de Coupe d'Afrique des Nations. Pays du meilleur buteur de toute l'histoire de la CAN, Samuel Eto'o-Fils. Pays du record d'éditions disputées, Rigobert Song-Bahanak, le capitaine des capitaines. À la date d'aujourd'hui, certains observateurs n'hésitent pas à conclure que tous les démons du foot de l'intérieur comme de l'extérieur du Cameroun se sont ligués contre la tenue de cette compétition dans notre pays depuis l'attribution du tournoi au Cameroun en 2014 jusqu'à quelques jours du coup d'envoi, faisant encore planer un suspense de report sur la 33e phase finale du tournoi. Un doute plus ou moins atténué par les assurances du président de la CAF, Patrice Motsepe, au premier sportif camerounais Paul Biya. We will all meet in a few weeks' time in Cameroon because this AFCON Cup is a competition, it's a tournament for the people of Cameroon and for the people of Africa. Au commencement était donc l'octroi de la CAN 2019 au Cameroun, au mois de septembre 2014, soit 5 ans pour tout apprêter et accueillir la compétition aujourd'hui comme de tradition. Mais les membres du gouvernement parlaient plus qu'ils ne travaillaient, passant le clair de leur temps à répondre à la moindre remarque des observateurs avertis sur le retard que pourrait connaître la livraison des chantiers. Issa Chiroma Bakari, alors ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, y voyait toujours un plan de déstabilisation des institutions de la République et du renversement du régime de Paul Biya par des ennemis du Cameroun, avec en ligne de mire des opposants taxés d'apprentis sorciers. Force est de constater que notre pays a fait l'objet dès le départ, dans le cadre de ce dossier, d'un traitement qui ne peut que susciter des interrogations. Face à cette injustice flagrante, le gouvernement de la République demande au peuple camerounais de garder toute sa sérénité et de ne pas céder à la tentation des polémiques stériles. Dans une politique de l'autruche, le docteur Pierre Ismaël Bidoun Kwata, alors ministre des Sports et de l'Éducation physique, clamait haut et fort à qui voulait l'entendre sur la chaîne Africa 24 que le Cameroun abritera contre vents et marées la CAN 2019 sur très haute instruction du chef de l'État Paul Biya. Le tout ne suffit pas de rassurer les gens et qu'à l'arrivée, on constate après des couacs justement. Le président de la République, chef de l'État, s'engage personnellement et déclare que tout sera prêt le jour dit pour cette CAN. Ça, c'est le vœu du président. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Un président ne formule pas des vœux. Ces hautes instructions sont des ordres qui sont exécutés à tous les niveaux de la République. C'est des êtres humains qui sont appelés à exécuter ces ordres-là, monsieur le ministre. Que de choses le président de la République n'a pas exigé ici. Et pourtant, vous ne pouvez pas me dire que si je fais l'inventaire de toutes les hautes instructions données par le chef de l'État, que tout a été fait dans les règles de l'art. Moi, oui, ministre des Sports et l'Éducation physique, dans mon domaine de compétences, je concrétise les hautes instructions du chef de l'État. Oui, quand vous pouvez les faire. Vous n'allez pas vous substituer au ministre, c'est moi le ministre. Non, laissez-moi vous dire ce que je fais, vous interpréterez après. Au mépris des doutes de la Confédération africaine de football, propriétaire de la CAN, la cheville ouvrière du mensonge d'État autour de la CAN 2019, logée dans différents ministères, à l'instar de la communication, avec ses défenseurs invétérés sur des plateaux de télévision, affirmait sans cligner des yeux que toutes les infrastructures de la compétition seraient prêtes avant le 31 décembre 2018. L'échéance est 3 mois, monsieur. Lorsque vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous. La date butoir de la livraison des infrastructures dans les cahiers de charges de la CAF, je vous le dis gratuitement, dites-le au professeur Kamto également de ma part, c'est 3 mois avant la compétition. Et je vais vous apprendre aussi que, parlant de ces infrastructures, mon cher ami, elles seront livrées 6 mois avant la compétition. Et c'est inédit. Au Cameroun, toutes les infrastructures seront achevées au 31 décembre 2018. Les cultures du Cameroun. Dites-le au professeur Kamto. Même la décision unique du symposium de la CAF de 2017 à Rabat au Maroc, faisant passer le tournoi de 16 à 24 équipes, ne put les faire reculer dans leur assurance arrogante, discréditant même un engagement ferme du président Biya, pris pourtant en Mondovision. Et le Cameroun sera prêt. Et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement.
Fin du débat, le Cameroun organisera la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Résultat des courses, ces membres du gouvernement et leurs représentants dans des débats télévisés avaient foncé droit au mur, plongeant le pays dans une humiliation mondiale déconcertante, offrant une occasion en or au Malgache Ahmad Ahmad de retirer la CAN au Cameroun le 30 novembre 2018, affirmant que même à 4, le Cameroun ne pourrait pas abriter la CAN. Aujourd'hui, face à tous ces rapports que nous avons reçus, et en analysant aussi les évolutions qui ont été faites, nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 du Cameroun. Mis lui-même devant les faits accomplis, le chef de l'État Paul Biya tire de son mouchoir le glissement de date. Le président de la CAF accorde des circonstances atténuantes, décalant le Cameroun pour 2021, la Côte d'Ivoire 2023 et la Guinée-Conakry 2025. Notre faute, nous, la CAF, c'est de vous avoir donné 2021. Ça va être une faute qui va être ciblée par le TAS. Parce qu'aucun règlement ne nous permet de vous attribuer ça. Qu'on joue le jeu, on y va. Si c'est ça l'option choisie par le Cameroun, on va y aller. Et comme cela ne suffisait pas, le pays retombe dans ses mêmes travers. L'urgence devient la raison toute trouvée pour accélérer à la vitesse du son. La formule du gré à gré dans l'attribution des marchés surfacturés à coût de milliards de francs CFA pour des matériaux préfabriqués importés d'Italie, sacs de ciment à 16 000 francs et camions de sable Sanaga à 700 000 francs CFA pour des constructions interminables de routes et stades, dont Olembe évalue aujourd'hui à près de 200 milliards de francs CFA, sans toutes ces infrastructures connexes, hôtels, piscines olympiques, centres commerciaux, sans oublier la pénétrante est de la ville de Douala, éternellement en chantier. Pendant ces préparations de la Coupe d'Afrique, il y a 41 qui ont été à gré, et un marché de gré à gré suppose qu'il n'y a véritablement pas eu respect de toutes les procédures, surtout que ces marchés ont été vraisemblablement passés dans la précipitation. Comment vous pouvez imaginer qu'une entreprise impliquée dans la CAN puisse signer un contrat en février 2018 alors que l'État organise une CAN en 2019? Nous avons reçu l'attribution de la CAN depuis 2014. Donc ça prouve très bien qu'il y a eu une volonté délibérée de ralentir les projets de la CAN afin de confier par les procédures de gré à gré des marchés à des entreprises qui appartenaient en réalité à des amis. On a le cas, par exemple, le cas le plus illustratif de toute cette mafia, c'est Prime Potomac. C'est-à-dire Prime Potomac, une entreprise enregistrée aux États-Unis qui se retrouve au Cameroun en train de mobiliser 26 milliards pour les chantiers de la CAN. Les partis politiques de l'opposition, la société civile et même des voix muettes au sein du gouvernement et du parti au pouvoir évaluent alors à 3 000 milliards de francs CFA l'argent détourné. Je vais vous faire une confidence. Nous avons eu des pressions pour soumettre à l'État du Cameroun des avenants ajoutant de l'argent à notre projet, que nous avons toujours refusé de faire. Au lieu de cela, nous avons fait un avenant pour réduire les coûts. Interviewé par nos confrères de France 24, le ministre des Finances, Luc Paul Motazé, banalisait alors tous ces soupçons de détournement. Je laisse la liberté à ceux qui avancent ces chiffres de les avancer. Moi, je ne connais pas ces chiffres. On me dit un peu trop de choses. Je crois que le plus important, c'est qu'un travail a commencé, il faut se poursuivre. Ce travail devrait se poursuivre. Je crois que c'est ça le plus important. Le reste, c'est un peu des... Et même ces chiffres de surfacturation, ça vous... Je crois qu'on va continuer le travail. Il a commencé et il va se poursuivre. Les stades seront construits, les hôtels seront terminés, les voies d'accès seront terminées. Le départ précipité du Camerounais Issa Hayatou de la CAF, la pandémie à coronavirus, l'avidité de certains membres du gouvernement et autres responsables à se remplir les poches sur le dos de la préparation de cette CAN, les missions incomptables des inspecteurs de la CAF, la crise sanitaire avec son nouveau variant Omicron et la levée de boucliers des Européens contre la CAN 2021. Nul doute que si le coup d'envoi est finalement donné le 9 janvier prochain, comme l'a annoncé le président de la CAF, Patrice Motsepe, l'histoire retiendra qu'il était une fois un pays nommé le Cameroun, organisait une phase finale, unique en son genre, dans toutes les annales de la Coupe d'Afrique des Nations de football.
À présent, il était l'une des légendes du Bikotsi et de la musique camerounaise. L'artiste musicien Kondo Sitoni a définitivement rangé sa guitare. Grâce à son talent fou pour la musique, il a révolutionné le Bikotsi en y associant le rythme techno. Retour sur le parcours de cette icône avec Théophile Tchunke et Sedingding. Ces rythmes envoûtants. Sa voix entraînante. Des musiques éternelles. Sa voix rauque et cassée n'était méconnue de personne. Né le 25 août 1959 dans un faubourg de la ville de Douala, au quartier Newbel, son vrai nom, Kodo Sitobi François, était beaucoup trop difficile à prononcer pour sa grand-mère, qui finira par l'appeler Sitoni, un sobriquet qui va lui coller à la peau. Mais le premier rythme qu'un Kodo Sitoni explore, c'est le makossa, encadré par des ténors comme Eboalotine. Le jeune homme est en admiration devant le groupe Black Steel et des chanteurs comme Koti François. Il lui arrive même de sécher les cours pour assister à leur spectacle, provoquant la colère de son père. Mais ce n'était rien comparé au coup que le jeune homme va faire à son cacaoculteur de père, dont il détournera l'argent pour se lancer dans l'aventure. Direction l'Afrique de l'Ouest, plus précisément le Nigeria. Au pays de Fela Kuti, Kodo Sitoni sera séduit par les sonorités Igbo et Yoruba. De retour au Cameroun au début des années 70, il formera avec des jeunes du quartier Nkoldongo son tout premier groupe, les Africains d'Angola. Mais c'est sa rencontre avec l'arrangeur Albert Brooks dans les années 80 qui va propulser Kodo Sitoni et révéler son techno-bikutsi, notamment le titre Vogada Movement, qui lui vaudra d'être sacré double disque d'or en 1988 et 1990. Guitariste hors pair, Kodo Sitoni va connaître un passage à vide après le décès d'Albert Brooks en 1999. Naviguant entre la France et le Cameroun, rongé par la maladie, Kodo Sitoni finira par casser sa guitare le 21 décembre 2021 à l'âge de 62 ans, passant à la postérité comme l'homme qui aura révolutionné le bikutsi.